Saviez-vous que plus de la moitié des transactions de commerce à Paris concernent des boutiques de moins de 200 mètres carrés? Aujourd'hui, on décrypte pourquoi le commerce de proximité parisien pourrait bien être la pépite immobilière de 2025. Et avec moi pour en parler, Jérôme Descamps, président de Selectirante Gestion, et Elisabeth Donde, directrice de l'immobilier et des opérations. C'est parti pour le 4e épisode de Selecticast. On débute avec toi, Jérôme. Alors, pourquoi 2024 a-t-elle été une année charnière pour Paris? Les Jeux Olympiques et la réouverture de Notre-Dame de Paris ont boosté l'image de Paris au niveau mondial. La ville star, en plus d'être la ville lumière, a rayonné sur la scène internationale. Et près de 104 millions de passagers ont transité par les aéroports parisiens en 2024, soit plus de 4% par rapport à 2023, un niveau comparable à 2019. Et cette visibilité mondiale renforce et va renforcer l'attractivité de Paris pour les enseignes et les investisseurs immobiliers dans les prochaines années, comme cela a été le cas à Londres à la suite des Jeux Olympiques en 2012. Elisabeth, quel lien fais-tu entre cette fréquentation touristique et le dynamisme commercial de la capitale? Le retour des touristes internationaux est très marqué. Plus 21% de touristes américains, 42% d'Allemands, plus 65% de Chinois et 94% de Japonais. Ces flux ont un impact direct sur les commerces, en particulier en centre-ville et sur les axes touristiques. On observe une hausse de fréquentation dans les zones les plus emblématiques de Paris et pour certaines activités de commerçants en particulier. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, la résilience des commerces de proximité en centre-ville? La crise du Covid a renforcé leur rôle social et pratique dans le quotidien des citadins. Tout à fait. Les commerces de proximité s'adaptent vite et se réinventent. Ils se déploient sous un concept davantage hybride avec le Phygital, qui est une expérience omnicanale entre le e-commerce et le commerce physique. Deux façons de consommer très complémentaires. Elisabeth, comment perçois-tu l'impact de l'instauration des zones à trafic limité dans Paris? Est-ce que cela freine les consommateurs pour se rendre dans les commerces de proximité? Malgré l'instauration des zones à trafic limité, la fréquentation commerciale augmente. Plus 11% rue de Rivoli, en plein centre de Paris, plus 8% rue des Francs-Bourgeois, dans le quartier très recherché du Marais, et plus 4% rue Saint-Honoré. Cela montre que la piétonisation ne nuit pas, bien au contraire, à l'activité commerciale dans les zones attractives. Car la plupart des consommateurs se rendent dans les centres-villes en mode de transport doux. De plus en plus, les flux sont maintenus grâce à la densité résidentielle et touristique. Ces tendances sont également alimentées par la généralisation de la ville du quart d'heure, dont on entend beaucoup parler. Jérôme, est-ce que ce concept est un effet de mode ou est-ce que c'est un vrai moteur immobilier? En effet, la ville du quart d'heure structure l'urbanisme moderne, comme les services, écoles, universités, administration politique et publique, culture, les commerces, la vie sociale. Tout ceci à moins de 15 minutes à pied, en transport en commun ou en mobilité douce. C'est une logique durable qui favorise la valorisation des actifs en cœur de ville. Et cette tendance lourde de la ville du quart d'heure a notamment permis à de nombreuses enseignes implantées sur des surfaces plus étendues en dehors des villes, de développer des concepts au format dit city, comme Decathlon, Leroy Merlin ou encore Ikea au cœur de Paris. Pourquoi les commerces de petit format sont-ils autant plébiscités par les investisseurs, Jérôme? Les commerces parisiens sont très granulaires et combinés à l'attractivité naturelle de la capitale, ses boutiques et murs de magasins suscitent une forte concurrence entre les différents investisseurs, particulièrement au niveau domestique. Les unités de moins de 200 mètres carrés ont représenté plus de 50% des transactions en 2024. Et la demande reste forte, en particulier sur les emplacements prime, ce qui confirme l'attrait de l'immobilier pour les meilleurs emplacements. Et la tendance devrait perdurer en 2025. Alors Elisabeth, comment cela se traduit-il dans votre stratégie d'acquisition chez Selectirante? Chez Selectirante, nous ciblons prioritairement les formats boutiques sur des axes à forte densité piétonne, avec des enseignes déjà installées et à proximité de solutions de mobilité douce. Néanmoins, nous avons une politique de gestion dynamique de notre portefeuille qui nous permet aussi de réaliser les relocations de certains de nos actifs devenus provisoirement vacants et d'implanter de nouvelles enseignes dans le paysage commercial des grandes métropoles où notre portefeuille se situe, essentiellement à Paris. Chez Selectirante, nous continuons à saisir les opportunités qui se présentent à nous sur les commerces parisiens. Aujourd'hui, plus de 60% du patrimoine de Selectirante est situé dans Paris intramuros. La capitale combine résilience locative et potentiel de revalorisation des actifs. À Paris plus qu'ailleurs, les enseignes s'adaptent
se développent et se digitalisent et peuvent compter sur des fondamentaux résolument solides. Merci à tous les deux pour ce décryptage du marché des commerces de proximité parisien. Si vous avez aimé cet épisode, rendez-vous sur le site internet de Selectirand dans la rubrique Médias pour retrouver l'ensemble de nos podcasts et les tribunes déjà publiées. Et restez à l'écoute, un nouvel épisode arrive bientôt. À très vite.